Et donc, hop, Christine, tu peux réactiver ton micro puisque je l'avais coupé pour Ah tout oui, à l'heure. ça va être compliqué. Ouais, ok. Et c'est à toi. Ok. Donc, merci d'être là. C'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé depuis pas mal de temps. On avait fait l'année dernière déjà et ça concerne pas mal de monde, donc c'est une question. Donc, pourquoi sommes-nous vulnérables? Comment se protéger et comment détecter les relations toxiques et comment se reconstruire après? Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Maintenant, ça concerne tous les domaines. Donc, on va voir, on va essayer de passer un petit peu. Alors, c'est pas enfin, on amène des solutions, on amène des pistes. La grenade est une très bonne solution, mais on vous en parlera après. Mais voilà, donc on va continuer sur le thème. Les relations toxiques, c'est quelque chose qui peut détruire beaucoup, beaucoup de personnes. Et les hauts potentiels, oui, sont vulnérables. On va voir pourquoi. Et donc, on va faire un petit rappel. Parce qu'il y a des gens Donc, qui ne… Voilà. très, très petit rappel des épisodes précédents, puisque dans Zebrix, on en est à notre quatrième webinaire. Et le précédent webinaire était le haut potentiel pour les nuls. Donc, on fait un tout petit rappel sur le haut potentiel pour que tout le monde soit au même niveau. Mais comme il y a beaucoup d'adhérents, ça va être très vite fait. Donc, comme nous avons vu précédemment, il y a beaucoup de noms qui circulent. Haut potentiel intellectuel, haut potentiel, zèbre, surdoué, multipotentiel. Et tout ça, pour nous, ça représente les personnes à haut potentiel intellectuel, à savoir des personnes avec un QI dans un bilan supérieur à 130. Alors, ça dépend de l'échelle. Hein. Dans l'Occident, enfin, dans l'Europe de l'Ouest, c'est l'échelle de Wechsler et aux États-Unis. Et je crois au Canada, c'est l'échelle de Cattell. Donc, on a des scores qui sont différents, mais globalement, c'est un bilan de QI qui permet de décider qui est concerné par un haut potentiel. Donc, vous le voyez, ça n'est pas un trouble. Donc, il n'y a pas de diagnostic à faire. Ça n'est pas une maladie. Il n'y a pas de symptômes. C'est un fonctionnement cognitif particulier qui est dû à un surcroît de myéline dans le cerveau, dans des zones importantes, qui donne des capacités cognitives développées, notamment sur la mémoire, les ressentis, les émotions, les décisions, l'intuition, le raisonnement. euh, et donc, on parle de détection. On aime bien, nous, à Zebrix, essayer de parler de détection plutôt que de diagnostic. Comme ça, on n'a pas l'impression d'être malade et d'être avec des symptômes avec ce fonctionnement cognitif-là. Voilà, c'est très rapidement fait. Donc, ce fonctionnement cognitif donne un certain nombre de caractéristiques dont on a pu parler et dont on parlera durant la présentation, puisque vous allez voir que c'est ces caractéristiques qui sont en jeu dans les relations toxiques. Donc, c'est quoi une relation toxique? Alors, en fait, une relation toxique, c'est une relation qui fait souffrir. C'est subir un mal-être qui n'est pas le sien, se sentir enfermé dans une situation dont on n'a pas le contrôle. C'est une perte de repère et c'est valable dans tous les domaines, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est professionnel, familial, puisque malheureusement, ça peut être des parents, sentimental, amical. Donc, les personnes toxiques manipulent, mentent, blessent jusqu'à ce qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent, c'est-à-dire faire porter leur mal-être à leurs victimes. Parce qu'on parle de victimes, hein, là. Vraiment, ils se mettent sur quelqu'un et ils veulent leur peau, c'est juste ça. Donc, c'est un mal-être qui leur est insupportable, mais ils sont incapables d'aimer, leur palette d'émotions est très, très limitée, voire inexistante. Donc, ce manque d'émotions, en fait, les pousse à aller vers des personnes très, très empathiques, sensibles et qui ont en général peur de l'abandon. Donc, ils jouent sur les failles des HP, parce qu'en fait, on va voir dans la construction identitaire un petit peu plus loin, dans les silos, pourquoi les HP sont vulnérables. Il y a des failles que la personne toxique va aller essayer de combler. Donc, en fait, c'est un système de failles qui essaye de se combler. Sauf que les personnes toxiques ont des failles qui sont des gouffres insondables. Donc, ils n'arrivent jamais à combler ces failles. Donc, en fait, c'est peine perdue. Ils ne cessent toute leur vie de chercher chez les autres à combler ce mal-être qu'ils n'arrivent jamais à combler.
Donc, ils sont dépourvus d'empathie envers autrui, ils ne ressentent ni le remords, ni la culpabilité. Donc, contrairement à ce qu'on a envie de croire, ils sont très, très conscients de ce qu'ils font. Donc, souvent, on parle des manipulateurs en disant oui, mais ils ne se rendent pas compte. Et c'est là l'erreur, c'est qu'en fait, ils s'en rendent tellement compte que c'est une prise de pouvoir. Et donc, ils sont très, très conscients de cette prise de pouvoir et des jeux et de ce qu'ils font dans la manipulation. Donc, la résultante, en fait, pour les personnes qui sont victimes de ce genre de persécuteurs, c'est une perte de temps, une perte de la joie de vivre, une perte de patience, une perte de bienveillance. Vous finissez fatigué, épuisé, vous perdez jusqu'à votre identité. Donc, pour ceux qui l'ont vécu, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment est-ce possible de tomber dans une relation pareille sans s'en rendre compte? Donc là, c'est là où il ne faut pas juger, parce que c'est une emprise petit à petit. Donc en fait, les personnes toxiques sont très très malines. Elles ne vont pas y aller d'un coup en étant trop agressif, puisque on s'en rendrait compte. L'idée, c'est d'aller avec des jeux très très subtils vers l'emprise totale de la personne. Donc en fait, c'est très très malin, mais ça se joue, c'est terrible, ça se joue dans absolument tous les domaines. Donc on peut être victime de personnes toxiques au travail, dans la famille. Quand un enfant a une personne toxique comme parent, ben, il ne s'en rend pas compte, puisque forcément c'est un schéma pour lui qui vit au quotidien, donc il ne se rend pas compte, donc la construction est compliquée. Donc voilà, une relation toxique n'est pas saine. De toute façon, une relation toxique, à partir du moment où vous avez une perte d'identité, une perte de repères et que vous vous sentez fatigué, épuisé, la relation n'est pas saine, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc c'est ça, une relation toxique. Donc en fait, les signaux forts chez les HP qui peuvent servir à la manipulation. Donc Franck. Oui, alors, j'étais en train d'accueillir Stanislas. Alors, les signaux forts chez les HP. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est surtout, mais comment peut-on se faire avoir alors que chez les hauts potentiels intellectuels, il y a ce degré de lucidité, en fait. On dit toujours les hauts potentiels, ils sont lucides, ils se rendent compte du monde, ils ont une capacité à penser des abstractions, ils ont beaucoup de questionnements existentiels, mais comment font-ils pour se faire avoir par des gens qui sont aussi toxiques? Alors, la première réponse, c'est dans la construction identitaire des hauts potentiels. Vous le voyez, il y a marqué la peur du rejet et la peur de l'abandon. Alors, un court rappel encore une fois, il y a 5 angoisses fondamentales chez les hauts potentiels: la peur de l'oubli, la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur du silence et les angoisses existentielles. Donc, vous voyez qu'il y a la peur du rejet. Et chez le haut potentiel, il y a l'envie d'être accepté et aimé pour ce qu'on est, en fait, de ne pas être rejeté. Donc, il y a ce sentiment de décalage dont on parle tout le temps avec les hauts potentiels. Ce sentiment de décalage, il est dû au fait d'être hors de la norme. La norme, c'est donc ce qui est défini par la majorité. Et la majorité, quand on est au potentiel, eh bien, c'est 97% de la population, puisque les hauts potentiels représentent au mieux 3% actuellement de la population. Donc, on se sent hors norme et on sent ce décalage à tout moment. Et donc, cette impression de décalage fait qu'on a besoin de se sentir à l'intérieur quand même et qu'on va faire le nécessaire pour s'adapter, on va faire le nécessaire pour plaire. Et donc, on a toujours besoin de retrouver quelqu'un qui va nous comprendre, quelqu'un à qui on va plaire. Et dans une relation toxique, eh bien, là, on va le voir tout à l'heure avec une équation, c'est que la première chose, c'est qu'on identifie très vite quelqu'un, en fait, à qui on correspond. Voilà, quelqu'un qui va nous envoyer des signaux positifs en disant « mais moi, la façon dont tu fonctionnes, ça convient très bien. Moi, je ne vois pas de difficulté. Non, non. Moi, ça ne me pose pas de problème comment tu te comportes. Au contraire, je trouve ça bien. » Donc, il y a des signaux qui sont envoyés directement en disant bah, « non, ça va très bien. » Il y a une forme de séduction. Et en plus, il va y avoir en retour de la part du haut potentiel, en fait, je dirais, cette séduction, va y avoir la volonté de correspondre aussi. Vous savez, cette histoire de faux self, en fait, de masque social. Et quand on voit quelqu'un en face de nous qui envoie des signaux positifs, à qui on semble correspondre, qui finalement nous accepte dans certains fonctionnements, dans certaines
habitudes qu'on a, eh ben, on va tenter d'augmenter en fait cette zone de correspondance. On va tenter de correspondre davantage avec l'image qu'il nous renvoie. Donc, finalement, il y a ce jeu où on va rentrer dans la séduction aussi de façon volontaire. Parce qu'on se dit, si je suis moi-même, eh ben, comme d'habitude, je vais me faire rejeter. Donc, vous voyez, cette construction identitaire, elle nous emmène directement en fait, dans les bras des gens qui nous ouvrent leurs portes, qui nous acceptent ou qui font semblant de nous accepter. Parce qu'effectivement, vous allez voir au fur et à mesure, c'est totalement du flanc. Ce n'est pas du tout vrai. C'est une façon de nous attirer à eux. C'est des personnes qui nous font sentir vraiment merveilleux. Alors, on tombe dans le piège, en fait, complètement, de ces personnes qui nous correspondent ou à qui on a l'impression de plaire. Et une fois qu'on est ferré, avec ce type de personnes, eh ben, c'est la descente aux enfers. Alors, je fais un petit aparté là pour parler des enfants. Parce que les enfants vivent aussi des relations toxiques. Évidemment, le harcèlement, c'est une relation toxique qui s'exprime de façon très forte, que ça soit à l'école, parce que l'école, c'est un espace de relations très toxique et de harcèlement scolaire. Hein, on sait que c'est une grande difficulté, mais les enfants sont tout à fait dans cette démarche-là, de vouloir plaire coûte que coûte, y compris à leur bourreau, en fait. C'est que les harceleurs, eux, ne sont pas dans la séduction du tout. Hein. Eux, ils sont au niveau frontal, ils sont dans le rejet, ils sont dans la discrimination. Au niveau identitaire, les harceleurs ont besoin en fait de se sentir confortés dans leur identité en rejetant ce qui ne leur ressemble pas, qu'ils en soient conscients, que ça soit physique, que ça soit au niveau de la parole ou que ça soit totalement invisible. Et le haut potentiel, c'est un motif de discrimination scolaire très important, mais il est très implicite et surtout, il est très invisible. Donc, au niveau des enfants, il y a en fait ces relations toxiques qui s'installent parce que la victime de harcèlement ne va pas réussir à sortir des filets de son harceleur. D'accord ? On est dans une dynamique un tout petit peu différente, mais c'est totalement lié aussi à la construction identitaire. C'est qu'on a besoin de plaire, on a besoin de diminuer ce sentiment de décalage. Donc, chez les enfants, c'est le début en fait des relations toxiques. Et on sait qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, ou c'est de fuir complètement, ou c'est d'avoir une sorte de médiation avec les adultes qui, eux, vont installer en fait une relation beaucoup plus sereine. Voilà, ça c'était pour les enfants. Alors, le deuxième point, le deuxième signal fort chez les hauts potentiels, c'est l'empathie. Alors, parce que les hauts potentiels sont très empathiques. Alors, on a tendance à dire hypersensibles, on va surtout dire qu'ils sont capables de ressentir ce que ressentent les autres. Et là, chez les personnes qui sont toxiques, Christine vous en parlait un tout petit peu tout à l'heure, rapidement, c'est des personnes en fait qui vont mal. C'est des personnes qui ont un mal-être intérieur qui vient d'un traumatisme, on en reparlera, mais c'est des personnes qui vont mal. Et donc, les hauts potentiels, par leur empathie très développée, vont sentir ce mal-être et vont presque se l'approprier dans d'autres dynamiques. Vous allez voir aussi après. Et c'est surtout que les personnes toxiques ont une sorte de logique qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on ressent chez eux une sorte de fonctionnement, mais on n'arrive pas bien à comprendre. Et l'autre signal chez les hauts potentiels, c'est ce besoin de donner du sens à tout, de pouvoir comprendre, de pouvoir être dans une logique, de pouvoir être dans la justice des choses, vous voyez, pour que les choses soient bien placées. Donc, cette perte de sens chez le comportement de l'autre, elle est tout à fait déstabilisante. Et plutôt que de le fuir, le haut potentiel a besoin de comprendre ce qui se passe. Il a besoin de redonner du sens. Donc, du coup, plutôt que de s'en éloigner de ce comportement qui est illogique, qui est toxique, eh ben, on va se rapprocher, on va essayer de comprendre, on va questionner. Et dans les moments, vous allez voir dans les ficelles de la manipulation, dans les moments qui font souffrir, où on devrait normalement arrêter la relation, eh bien, on y va. On a tendance à rentrer davantage en fait dans ce moment douloureux. C'est renforcé en plus par la résilience du haut potentiel. Alors la résilience, pour faire très court, c'est la capacité d'un matériau en physique à reprendre son état initial. Au niveau sociologique, c'est la capacité à résister au choc, c'est la capacité en fait de ne pas sombrer quand on prend un choc psychologique.
Voilà. Donc, le haut potentiel est très résilient. On ne pourrait pas vous expliquer beaucoup pour l'instant pourquoi le haut potentiel est très résilient, mais en fait, on remarque chez la plupart des hauts potentiels un degré de résilience très élevé, en fait, à la fois parce qu'il ne voit pas les chocs psychologiques qu'il subit, parce qu'il est à la recherche tout le temps, en fait, de sens, il est à la recherche de la compréhension, mais en plus, il est capable de résister. Et il ne s'en rend pas forcément compte, mais tous ces chocs psychologiques qu'il prend, en fait, il les imprime, mais il les absorbe. Donc, ces deux événements-là, cette empathie, cette volonté de comprendre, d'aller trouver du sens et cette capacité de résilience, en fait, tout ça fait que, eh ben, on rentre totalement dans le jeu de la toxicité de cette relation. Voilà. Et la personne toxique, en fait, en face, elle a cette personne qui va coller à la fois dans la séduction, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également dans les moments de tyrannie, dans les moments où c'est beaucoup plus dur. Plutôt que de partir, eh ben, les hauts potentiels va rester collé pour toutes ces raisons-là. Et donc, du coup, l'emprise grandit. Vous voyez, il y a cette grande capacité d'adaptation, cette grande capacité de résilience. Il y a un facteur supplémentaire aussi qu'on pourrait vous citer, c'est la volonté de ne pas juger. Alors, la volonté de ne pas juger, c'est parce qu'on se sent soi-même jugé depuis qu'on est petit. On a vécu des discriminations, on a vécu des rejets, et donc soi-même, les hauts potentiels, on n'a pas envie de juger les autres. D'ailleurs, on le fait très très peu. Hein. Quand les hauts potentiels sont ensemble, il y a tout à fait cette fluidité des rapports, cette façon de ne pas se juger, de s'accepter dans le fonctionnement des uns des autres. Et ben, le haut potentiel fait pareil avec la personne toxique. Elle ne juge pas parce qu'elle comprend que c'est un autre fonctionnement cognitif. Et puisqu'elle aimerait elle-même être acceptée dans son fonctionnement cognitif, eh bien, elle ne juge pas l'autre. Et donc, du coup, elle est dans cette empathie qui est accrue. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que la personne en face ne veut pas être comprise. Elle ne cherche aucune aide, en fait. Elle ne cherche pas du tout à être aidée, elle ne cherche pas du tout à être comprise. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est susciter de la compassion et de l'empathie parce que ça va lui permettre de prendre le pouvoir. Et ça va lui permettre en fait d'avoir cette emprise qui grandit, qui grandit, qui grandit, parce que la personne toxique sent bien que chez le haut potentiel, eh bien, il y a tous ces signaux, toutes ces capacités-là qui font que ça va lui permettre d'avoir de l'emprise. Alors, on va continuer. Christine va vous parler maintenant du syndrome du sauveur. Voilà. Et pour rebondir, alors il y a aussi dans l'acceptation de la maltraitance ce biais de confirmation, parce que je ne sais pas si tu as évoqué le fait de la construction identitaire avec le décalage, le fonctionnement, les codes sociaux, le rapport à la norme, il y a une mauvaise estime de soi qui peut se développer. Alors il y a ce côté vouloir être compris, et il y a aussi cette tendance du haut potentiel, quelquefois, quand il se construit en n'étant pas validé dans son fonctionnement, à développer une mauvaise estime d'eux-mêmes. Donc, du coup, ça crée un biais de confirmation, c'est-à-dire que l'acceptance de la maltraitance vient aussi du fait que quelqu'un qui va, prime abord, nous comprendre, on va se jeter dessus, mais après, on ne voit pas trop les ficelles parce que, justement, ils vont nous confirmer ce qu'on pense aussi de nous. Donc, c'est vraiment un jeu toxique, hein, le mot est bon. Mais dans le syndrome du sauveur, il y a tout ce que Franck vient de dire. Donc, il y a l'empathie. Donc, dans le triangle, c'est quelque chose qu'on entend souvent, le triangle de Cartman, ou le triangle dramatique, c'est sauveur, bourreau, victime. Donc, en fait, chacun peut à tour de rôle prendre la position du sauveur, de la victime ou du bourreau, dans l'idée que le haut potentiel se positionne souvent en sauveur du fait de son empathie. Ils ont du mal à imaginer en plus. C'est quelque chose qui n'est pas forcément paramétré chez beaucoup de gens, le côté malveillant. Imaginer que quelqu'un puisse avoir une certaine jouissance à faire souffrir l'autre, c'est quelque chose qui est très compliqué à imaginer chez les personnes au potentiel. Donc, on a un mélange de j'ai envie de sauver, j'ai une empathie tellement développée que voilà, je veux comprendre l'autre. C'est illogique, je cherche à savoir pourquoi parce que c'est très perturbant. Et en plus, il y a ce côté sincère et loyal qui veut que l'autre aille bien. Ou voilà, on parle d'infirmière aussi, mais l'idée c'est de sortir de ce triangle-là qui est de toute façon dramatique. Et il y a un côté idéaliste aussi chez les hauts potentiels, puisqu'ils veulent changer le monde. En général, ils cherchent le meilleur. Ils ont conscience des enjeux.
ils veulent essayer d'amener un peu d'harmonie, y compris chez les personnes émotionnellement défaillantes. Et les personnes toxiques ont souvent des manques, ils ont été rejetés dans leur construction, enfin, ils sont émotionnellement défaillants. Donc, c'est un peu des aimants. Donc, tout s'imbrique en fait un peu avec logique. Quand on n'a pas idée de ce fonctionnement, c'est très facile de se faire prendre au piège. Il y a un besoin de précision aussi très très fort, de sens chez les personnes à haut potentiel, de faits. Et la méthode préférée des personnes toxiques, c'est les non-dits et les implicites. Or, la manipulation se cache beaucoup dans les implicites et les non-dits. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de comprendre pourquoi, avec une telle lucidité, la personne ne se rend pas compte, c'est que ça se cache dans les non-dits. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à appréhender quand on a envie de sens et de quelque chose d'assez droit. On ne comprend pas pourquoi, implicite et non-dit. Donc, on verra après qu'en fait, tout est là aussi dans les façons de contourner le problème. Donc voilà pour ce qui, en général, sont des signaux forts et ça donne des éléments de compréhension sur pourquoi ça se complète autant, pourquoi on a quand même un référentiel de pas mal de personnes qui se font… Alors, vous allez me dire, tout le monde peut rentrer dans une relation toxique. Oui. Maintenant, c'est un peu comme ce qu'on disait sur la myéline, tout est décuplé avec la myéline, les ressentis, la pensée, etc. Donc, forcément, il y a des choses qui sont encore plus fortes. Donc, vivre une relation… Enfin, il y a une demande d'intensité, une recherche d'intensité chez les hauts potentiels qui fait que voilà, on se lance à corps perdu dans une relation, on a envie que ça marche, et il y a des ficelles qu'on ne voit pas. Donc, comment se protéger et détecter les relations toxiques? Tout simplement, vous allez me dire tout simplement, en comprenant leur fonctionnement. En fait, c'est un peu comme le haut potentiel. Quand on ne comprend pas son fonctionnement, ça crée des problèmes en général dans les relations avec les autres, dans le travail, dans les relations personnelles. Quand on comprend son fonctionnement, ça va beaucoup mieux. Mais quand on comprend aussi les enjeux relationnels qui se jouent avec ce genre de personnes et comment ils font, c'est tellement basique qu'en fait, après, ça va aussi beaucoup mieux. Donc, on a choisi les images qui vont bien, vous voyez, c'est que des choses positives. Alors, désolé pour ceux qui aiment les serpents, on va dire que là, ce sont des serpents venimeux. Donc, voilà, il y a danger. Donc, comment s'en protéger? Tout simplement en les comprenant. Et en comprenant quoi? Comment ils fonctionnent? Et vous allez voir, c'est assez simple. Et c'est ça qui est terrible, c'est on se dit, mais comment c'est possible que je n'ai pas vu ces ficelles? Donc, en fait, l'image, c'est un piano. Imaginez un piano à 4 touches. Et ils vont jouer toujours avec les 4 mêmes touches qui vont alterner. Donc, on peut parler de ficelle, mais les personnes toxiques jouent toujours avec les 4 mêmes touches. Donc, ça vous fait des airs différents suivant dans le sens, sur le sens où ils les utilisent. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Donc, en fait, la première phase, comme disait Franck, c'est la séduction. Donc, déjà, c'est tous les points communs, c'est un bombardement d'attention, de centres d'intérêt, de passion commune, de tout voilà, pour montrer qu'il y a fusion, que c'est la personne idéale. Donc, alors, ça, c'est souvent au niveau personnel. Maintenant, ils jouent avec ça, même au travail. On va dire que c'est valable dans tous les domaines, dans le sens où ils alternent ces 4 méthodes-là pour ferrer, pour bien mettre la personne en dépendance. Donc, si c'est au travail, ça va être pareil. Ça va être ton travail est génial. Et après, ça va être, vous allez voir, un ordre qui va être implicite ou mal dit. Et du coup, vous allez vous planter. Et là, pouf, ils ne vont pas vous louper. Et ça marche dans tous les domaines, en fait. Donc, séduction, ça veut dire je passe de la pommade, tout va bien, c'est des compliments. Et après, une fois que la victime est ferrée, on va dire, ça peut passer à la terreur. Donc ça, enfin, c'est quelque chose que souvent les gens peuvent vivre. La terreur, c'est faire peur, c'est des menaces, c'est des coups de fil à répétition, c'est des ordres à répétition. Ça peut prendre beaucoup de formes, mais c'est terroriser la personne. Après, c'est la culpabilisation. C'est un très, 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 très bon vecteur, ça. La culpabilité. C'est un vecteur que tout le monde utilise dans plein de domaines, mais alors là, c'est génial. De toute façon, c'est votre faute. Ça ne sera jamais de la leur. Jamais. Donc, ça passe aussi par la phase victimisation. Donc, c'est oui, mais bon, si tu pars là, je vais être triste.
Alors ça peut être aussi pour des parents qui disent « mais si tu me laisses tout seul, ça va mal se passer » ou « si tu fais ça, je sens que je vais être malheureux ». Donc la victimisation, ça se joue sur la tristesse que ça va vous procurer, la culpabilité de laisser la personne seule ou « mais oui, mais moi, de toute façon, tout ce que tu me dis, ça me fait de la peine, tu ne te rends pas compte ». Et hop, si ça ne marche pas, on repasse à la terreur. Si ils vont trop loin, ils repassent à la séduction. Donc en général, c'est toujours les mêmes ficelles. Et donc si vous analysez bien les comportements des personnes toxiques, si vous en avez croisé, ça passe toujours par ces ficelles-là, mais toujours. Et quand ils vont trop loin, et c'est terrible parce que c'est beaucoup de chaud-froid, ça c'est quelque chose qui est insupportable en général, le côté lunatique chaud et froid. Donc, vous ne savez pas, la personne elle est très gaie et d'un coup elle se ferme. Et là, vous allez le voir, qu'est-ce qui se passe? Rien, en général, ils vous disent rien. Ou bon, voilà, ça va être de votre faute, c'est parce que vous n'avez pas fait ça. Donc ça joue aussi avec des choses très floues, des directives très floues. Comme ça, vous avez beaucoup de chances de vous tromper. Et là, ils peuvent asséner le coup mortel. Donc ça joue l'emprise se joue jour après jour. C'est des petites touches comme ça. Donc ça peut être de plus en plus violent, mais en général, ils savent récupérer. Donc voilà, quand vous analysez, ça se passe toujours avec les 4 mêmes ficelles. Ils alternent suivant s'ils ont été trop loin ou comment. Donc, on verra après comment faire. Et l'équation de la manipulation, elle est très simple. Elle est toujours la même. C'est l'amorce, c'est-à-dire ils vont lancer pour savoir, pour tester jusqu'où la personne peut aller. Ils vont lancer une amorce sur quelque chose, un point faible, quelque chose qu'ils ont repéré. Et donc, et c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que quand la personne toxique avance quelque chose, elle appuie sur une faille potentielle. Elle a bien peut-être senti. Il y a 2 possibilités. Soit il y a une réponse positive, c'est-à-dire que la personne réagit. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi vous me dites ça? Bon. Le jeu peut commencer. Plus la personne teste, plus vous répondez, plus le jeu va loin, jusqu'à la destruction. Parce que le but final des personnes toxiques, c'est de détruire. Il n'y a pas de possibilité, c'est leur seule raison d'être. Donc, c'est de détruire. Maintenant, à ça, quand vous vous justifiez, hop, un pas de plus. Donc, vous voyez, ça fait le jeu relationnel. C'est je teste, si la personne répond, hop, il y a une ascendance qui se crée. À partir de là, il y a toujours moyen de réagir. Mais dès qu'il y a réponse positive au test, le jeu commence. Si vous avez une réponse négative, donc on verra le type de réponse parce qu'il y a plein de situations, mais quelqu'un qui vous dit « ben non, rien », qu'est-ce que tu as? Rien, c'est OK, terminé. Eh ben, puisqu'il n'y a rien, voilà. Si c'est un chef qui vous dit quelque chose ou qui veut vous pourrir la vie, l'idée c'est soit de ne pas répondre, soit d'être très très sec, de dire « je ne rentrerai pas là-dedans ». On ne les nourrit pas. Donc, la photo, c'est un peu l'image du tic. C'est exactement ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, quand on leur répond positivement, ils s'amusent et en fait, ils viennent se coller à leur hôte et là, ils vont pomper tout ce qu'ils peuvent de votre énergie. Comme le tic se nourrit du sang, ils se nourrissent de l'énergie. Donc en fait, en ne les nourrissant pas, ils ne peuvent pas grossir à vos dépens. Donc tout est là en fait. La réponse négative, c'est la clé. C'est-à-dire, quand on comprend les ficelles, on ne se justifie pas, on ne répond pas, mais on ne les nourrit pas. Cette image de tic est assez forte. Donc, c'est une image plutôt qu'une photo. Enfin, c'est un dessin plutôt qu'une photo, parce que si vous regardez des images de tic, c'est vraiment écœurant. Et quand elles sont pleines gonflées de sang, enfin, quand on voit ce que ça crée, c'est une belle image vraie, mais c'est exactement ça. C'est que les personnes, elles se retrouvent exsangues. Quand la personne toxique arrive à ses fins, la victime, elle est exsangue. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'énergie, elle n'a plus de repères, elle n'a plus rien. En général, ils isolent leurs victimes. Donc, ils font en sorte qu'il n'y ait plus de lien autour, que ce soit professionnel ou personnel. Ils font en sorte que les personnes se retrouvent isolées. Donc, ils sont à tel point à persécuter que finalement, la personne, elle dit non, c'est plus la peine, je ne sors plus, ou je ne vois plus mes amis, ou je ne fais plus rien, parce que de toute façon, je sais ce que ça va me coûter.
Donc, en fait, voilà, vous vous retrouvez isolé, mais l'idée, c'est que la personne se retrouve exsangue. Donc, c'est ça. Là, il y a un vrai danger. On met l'accent dessus parce qu'il y a un vrai danger de ne pas se prémunir de ce genre de relations qui, parents ou pas, sont toxiques. Je veux dire, le mot toxique peut s'adapter à malheureusement toutes les situations. Et c'est très compliqué de se rendre compte que quelqu'un de toxique, même s'il est proche, voilà. C'est une dynamique de violence, nous dit Nathalie. On retrouve ça dans la violence conjugale. Tout à fait, Nathalie. C'est une dynamique de violence. Alors, on dit les relations toxiques, en général, ça s'arrête au physique, au psychologique. Non, parce qu'il y en a certains qui vont très très loin et qui vont jusqu'à la violence physique. Une fois que la victime est ferrée, après, ça peut dégénérer, suivant l'état psychologique du persécuteur, on va dire. Donc voilà, comment se protéger? Comment se protéger? Alors, c'est facile à dire, mais ce sont des pistes. Parce que quand on est dedans, ce n'est pas évident. Maintenant, l'idée, c'est que la personne se rende compte. Alors, vous pouvez aider des gens qui sont dans une relation toxique. Maintenant, c'est très, très dur, quand la personne est vraiment, vraiment enlisée, de l'aider à sortir. Mais l'idée, c'est d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, les ficelles, déjà, de comprendre le fonctionnement. Les gens, ils ont une prise de conscience. Donc, l'indifférence, ça les tue, en général, d'où l'image. Ce qui peut les tuer, c'est l'indifférence. C'est la reformulation précise. Comme ce sont des personnes qui sont tout le temps dans l'implicite et dans le non-dit, quand vous leur redemandez de préciser, en général, ça les tue. Ils s'énervent, ils se mettent en colère parce que c'est à l'encontre de leur tactique. Donc, quand vous demandez vraiment de repréciser qu'est-ce que tu entends par là, très précisément. De toute façon, avec toi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par toujours? Vous voyez, c'est une méthode de questionnement qui les tue parce qu'ils ne savent pas répondre puisqu'ils ne veulent pas répondre. Puisque vous répondre, c'est justement casser leur jeu. En dire le moins possible. Donc, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand quelqu'un s'intéresse beaucoup à vous et il y a beaucoup de points communs, c'est juste une question déjà de s'interroger. Est-ce que, voilà, si vous détectez que la personne potentiellement puisse être toxique, en dire le moins possible, sinon elle va l'utiliser contre vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de se méfier. Alors, on ne peut pas toujours se méfier parce que quand on a envie de faire confiance aux gens, on fait confiance, on ne va pas non plus cacher sa nature. C'est plus que quand l'intuition que les hauts potentiels ont très élevée est refoulée parce qu'une mauvaise estime de soi, parce que oui, mais tout le monde a ses défauts, oui, mais il a de l'humour, oui, mais il est sympa. En fait, il y a quand même l'intuition qui, normalement, là, dans vos tripes, vous dit alerte. Alors, il faut vraiment écouter son intuition. Elle ne vous guidera jamais, jamais contre vous. Tout ce qu'elle vous dira, ce sera bon. Donc, écoutez votre intuition parce que là, il y a une petite lumière qui s'allume en général quand vous sentez que ça ne va pas. Et là, il faut en dire le moins possible. Après, il ne faut jamais s'engager à rien. C'est une technique aussi des manipulateurs, c'est d'essayer d'obtenir de vous un engagement très, très rapide pour que vous soyez coincé et que vous vous fautiez. C'est un peu comme une directive floue de ne pas donner quelque chose de très précis. Or, en général, les personnes au potentiel ont besoin de directives précises, comme cet exemple d'un professeur à l'école, j'étais dans une série qui dit quels sont les chiffres qui ne sont pas divisibles par 4. Et en fait, ils le sont tous pour un haut potentiel. Il va vous dire, même avec la virgule, ils sont divisibles. Mais l'idée, c'est de faire préciser, OK, quel délai, puisque l'engagement rapide implique derrière quelque chose de ils veulent que vous vous dépêchiez pour pouvoir vous coincer. Donc, demandez des précisions. Quand c'est un engagement rapide, demandez vraiment, OK, c'est pour quand? Vous voyez, il faut rétablir la communication et se repositionner en qu'est-ce que tu entends par rapide? Je ne peux pas te faire ça dans ce temps-là. Et là, en général, ils vous disent, oui, mais un tel, il le fera rapidement. Et c'est là où il ne faut pas rentrer dans le jeu en disant peut-être qu'un tel le fera rapidement. Moi, pour faire un bon boulot, je ferai ça. Vous voyez, il y a des jeux aussi, des outils de communication qui peuvent aider contre les manipulateurs quand il y a tentative de culpabilité. Puisque là, c'est oui, mais bon, un tel, il le fera de toute façon mieux que toi. Donc voilà. Il y a ensuite ne jamais se justifier. Jamais. C'est écrit en majuscule parce qu'en fait, c'est le début de la justifier. Se justifier pour eux est égal à être coupable de quelque chose, se sentir en faute. Donc, ne jamais se justifier, parce que là, c'est la prise à leur culpabilisation. Jamais, jamais, jamais. Alors ça serait valable avec tout le monde, parce que finalement, quand on se justifie, la personne en face comprend que vous vous sentez coupable. Donc, quelque part, c'est un conseil valable pour tous les domaines, c'est ne pas se justifier. On peut expliquer à quelqu'un, mais
ne pas s'excuser. Ne pas céder aux menaces, donc ça, évidemment, c'est facile à dire, mais ne pas céder aux menaces parce que personne n'a le droit de vous menacer. Couper tout contact quand c'est possible, c'est vraiment, vraiment la solution. Éviter les personnes toxiques, ça ne ramène absolument rien de bon. Quand c'est son chef, c'est compliqué, mais il y a moyen de se faire respecter et de poser ses limites. Donc ça passe par un travail sur soi, évidemment, puisque poser ses limites quand la peur vous paralyse et que quand on est paralysé, c'est très difficile de se sentir maître de sa vie et de ses actions. Mais l'idée, c'est vraiment de se faire respecter et poser ses limites passe aussi par une bonne estime de soi, c'est-à-dire si je respecte mes valeurs, je n'accepte pas que quelqu'un les piétine. Or, en général, les manipulateurs piétinent allègrement toutes vos valeurs. Donc, c'est poser des limites, c'est très, très important. À partir de là, il y a vraiment moyen de stopper. Ça peut être une coupure. Alors, évidemment, quand c'est familial, c'est très, 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 très difficile. Mais poser des limites parce qu'en fait, quand c'est une emprise familiale, c'est très compliqué de se désinfantiliser en fait d'une relation. Donc, arriver même à certains âges, assez avancés comme moi, on peut se dire, je n'ai plus en fait d'emprise familiale à subir, et c'est quelque chose que beaucoup de gens subissent. Donc, personne n'a de pouvoir sur vous, sauf celui que vous leur laissez avoir. C'est facile à dire, mais c'est vrai. Les limites que vous pouvez poser ou que les gens peuvent poser, puisque moi, on vient nous voir des fois parce qu'il y a des personnes qui ont des parents toxiques et qui ne veulent pas que leurs enfants subissent l'emprise d'un grand-père toxique, etc. Donc, dans l'idée, c'est personne, absolument personne n'a de pouvoir sur vous. S'il croit avoir un pouvoir au niveau professionnel, il y a un respect mutuel à avoir en termes d'être humain. Donc, si quelqu'un essaye d'en avoir, vous pouvez poser des limites. Si ça lui pose un problème, c'est pas net. C'est pas très sain de vouloir avoir du pouvoir sur quelqu'un. Quand on va bien, on ne souhaite pas avoir de pouvoir sur quelqu'un. Et si on a du pouvoir et qu'on va bien, on n'en abuse pas. Donc, quand on entend parler de hiérarchie toxique, normalement, un bon manager n'a pas besoin d'avoir du pouvoir, sauf être accompagnant et donner des directives et donner du sens. Sinon, il n'a pas à avoir de pouvoir sur vous. Donc, Hélène a posé une question, je crois. Un manipulateur inconscient. Alors déjà, pour moi, ça ne va pas. Un manipulateur inconscient, ce n'est pas possible. Ils sont très conscients. Peut-il être victime de sa victime dans une manipulation inversée? Alors là, je dirais, quand on se fait manipuler, en général, on n'est pas manipulateur soi-même, puisque c'est quelque chose. Si on se fait manipuler, c'est qu'on ne conçoit pas que quelqu'un puisse vouloir nous utiliser à leur propre fin. Donc, je dirais, c'est un jeu dangereux de vouloir jouer au jeu du manipulateur. Maintenant, un manipulateur, sincèrement, c'est très personnel. Hein. C'est ce que j'ai cru aussi, parce qu'on se dit, oui, mais ce n'est pas de sa faute, il ne se rend pas compte. Si, ils se rendent tout à fait compte de ce qu'ils font. Mais vraiment, hein, il y a vraiment une conscience. Maintenant, c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils peuvent nous faire croire, mais moi, je dirais, on s'en fout. Manipulateur, il sait ce qu'il fait. C'est une tentative de pouvoir. La preuve, les ficelles, il les utilise. Quand il sent qu'il perd le pouvoir, hop, il le reprend. Est-ce qu'il peut être victime de sa victime? Je dirais oui, si la personne a vraiment envie de jouer à ça. Mais c'est un jeu très, très dangereux. Donc oui, si quelqu'un veut se venger d'un manipulateur, il peut. Mais je pense que c'est dur d'aller contre sa nature. Donc si on n'est pas un manipulateur de nature, jouer à ce jeu-là peut apporter une satisfaction. Je dirais que bon, il vaut mieux aller voir ailleurs et aller se nourrir d'énergie positive. Parce que quelque part, se venger d'un manipulateur, ouais, mais voilà. Donc si c'est deux manipulateurs qui se manipulent, ben, qu'ils aient joué tous les deux, ouais. Mais oui. Enfin voilà, je ne pense pas que ce soit des stratégies. Alors c'est très personnel, hein, parce qu'évidemment, c'est moi qui parle, mais je pense pas que ce soit dans la nature d'un manipulé, de vouloir. Je connais beaucoup plus de gens qui veulent en sortir et qui veulent vivre une vie paisible en fait, avec de l'harmonie, plus une recherche d'harmonie que de vengeance. Alors c'est très naturel de vouloir se venger. En fait, c'est naturel de rêver que la personne meure dans d'atroces souffrances. Je pense que c'est normal quand on a beaucoup souffert de vouloir que la personne paye. Après,
Je pense que c'est bien de se dégager de ça aussi et de vivre sa vie et de les laisser. Parce que, alors maintenant, c'est dangereux aussi quand on sait que ces personnes-là vont de toute façon. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est en général, une relation toxique n'a de cesse de harceler jusqu'à ce que la personne succombe. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de mal quand ils perdent leur emprise. Beaucoup. C'est pour ça qu'un harceleur ou un manipulateur qui perd sa victime, qui arrive à s'échapper avant d'être exsangue, le tic n'est pas assez gros pour eux, ils n'ont pas assez puisé l'énergie, peut se retrouver toute sa vie harcelé. Parce qu'ils ne lâchent pas leur proie de toute façon. Donc l'idée, c'est vraiment de passer à autre chose, de couper les ponts, de bloquer tout pour sortir de ça, parce qu'eux, ils n'ont pas fini le boulot, en fait. Donc ils sont assez perturbés. Maintenant, bon, on s'en sort. On peut s'en sortir très, très bien. Hélène, oui. La question, c'était, est-ce que quelque part, le manipulateur, justement, pour faire croire que sa victime, comment dire, pour prendre plus de pouvoir sur sa victime, pourrait faire croire à sa victime que c'est la victime, en fait, qui essaie de manipuler. Ah oui, c'est de la manipulation, oui, bien sûr. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Bien sûr. De toute façon, c'est jamais leur faute. Donc, si vous avez un problème, si vous avez un problème avec eux, c'est forcément vous qui en avez un. C'est toi qui manipules. Si vous l'accusez de manipuler, il va vous dire que c'est vous qui le manipulez. Si vous dites qu'il est malade, il va vous dire que c'est toi qui dois aller consulter. De toute façon, c'est renvoi de la balle systématique. Systématique. Ce ne sera jamais, jamais, jamais de leur faute. Jamais. Ou alors, s'ils vous disent oui, tu as raison, c'est pour mieux embobiner. Donc, de toute façon, c'est biaisé dès le départ. Dès le départ. Quelqu'un de toxique, je veux dire, c'est un référentiel commun. C'est ça qui est très, très drôle. On dit tout le monde est différent. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de hauts potentiels qui ont un référentiel commun. Il y a beaucoup, beaucoup de manipulateurs qui ont un référentiel commun. Et quand on sait les cas de ficelle, regardez partout autour de vous, parce que je connais bien le sujet, mais je veux dire, il y a plein, plein, plein de gens qui peuvent vous dire, mais quand on regarde bien les ficelles, c'est toujours les mêmes. Toujours. Toujours. Il n'y a jamais de remise en question, ou alors c'est fin. C'est fin. Est-ce qu'un manipulateur l'est avec tout le monde ? Ça dépend de ses intérêts. Il y a des gens chez qui il ne va pas aller, il ne va certainement pas aller, parce que justement, il sent qu'il n'y a pas prise. Il va tester, et quand il sent qu'il n'y a pas prise, il laisse tomber. Il va essayer de manipuler tout le monde, je pense, mais il va y aller. Il va aller là où il sent qu'il peut y aller. Donc, en fait, quand on a beaucoup de choses qui font qu'on a un gyrophare au-dessus de la tête, en fait, ils voient les personnes de loin. Après, ils vont tester. Si ça répond, ils y vont. Si ça ne répond pas, ils n'y vont pas. Après une relation amoureuse, comment refaire confiance ? Après, on va voir ça, Guillaume. Après. Parce que détruit, c'est le bon mot. C'est vraiment détruit. C'est vraiment de la destruction. Et il ne pense qu'à ça, en fait, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Et ça peut aller très, très loin. Donc, c'est là où il faut vraiment se rendre compte du fonctionnement, parce qu'après, vous les trouvez ridicules. Il faut juste se dire qu'un manipulateur, c'est un enfant capricieux. On les prend pour des diables, mais en fait, c'est des enfants capricieux qui se roulent par terre et qui font des crises en bavant. C'est juste ça, en fait. C'est des enfants qui n'ont pas ce qu'ils veulent, donc ils vont vous faire toutes les crises possibles, comme les enfants, qui sont encore. C'est pas des diables, en fait. C'est vraiment très basique comme ficelle. C'est vraiment des enfants par terre. Imaginez-les en train de se rouler par terre, comme on voit dans les supermarchés, en train de piquer des crises. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. Question suivante, monsieur Robert. Ton micro. La question suivante, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Y a-t-il des hauts potentiels toxiques ? Alors, comme on n'a pas fait le sondage au début du webinaire, je vous propose de pouvoir réagir ou en levant la main sur l'écran ou en levant la main avec les réactions que vous avez dans la petite barre d'outils. Pensez-vous qu'il existe des hauts potentiels qui sont des personnes toxiques ? On a parlé de lucidité, on a parlé de non-jugement, on a parlé du fait qu'il y avait une quête de sens. Est-ce que vous pensez que les hauts potentiels peuvent se rentrer dans des relations toxiques avec les autres ? Alors non, clairement oui, oui, oui. Très bien. Excusez-moi, j'ai pas compris du coup. Est-ce que c'est le haut potentiel qui serait victime ou manipulateur ?
Manipulateur. Est-ce que le haut potentiel Ah, peut être ok. toxique, être une personne toxique, mettre en place avec la manipulation des relations toxiques autour de lui? Alors, on a des réponses un petit peu partout. Eh bien, en fait, la réponse est oui. Le haut potentiel peut être une personne toxique, en fait, parce que on vous a parlé très brièvement de ce qui était la source du mal-être chez la personne toxique. Et on va reprendre rapidement, en fait, les personnes qui sont dans des relations toxiques sont des personnes qui ont un mal-être qui vient d'un traumatisme dans la construction identitaire. Pour l'instant, ce qu'on en comprend, c'est que c'est une personne qui souffre avec sa propre identité, qui souffre avec sa propre position dans le monde, dans ses relations avec les autres. Et pour diminuer cette souffrance, en fait, il rentre dans ce jeu de faire souffrir les autres et de transmettre son mal-être aux autres. Eh bien, les hauts potentiels qui vivent un traumatisme graves dans leur construction identitaire peuvent rentrer effectivement dans des jeux de relations toxiques. L'histoire de l'humanité nous démontre que oui, c'est possible avec un haut potentiel de rentrer dans ce genre de manipulation. On n'est pas protégé quand on est haut potentiel. Alors maintenant, attention, on va mettre un petit bémol à ça. Ça n'est pas parce qu'on est haut potentiel qu'on a la possibilité d'être une personne toxique beaucoup plus que les autres. Pas du tout, en fait. C'est dans la construction identitaire que tout se joue. Si on n'a pas vécu de traumatisme grave et qu'on ne vit pas un mal-être, on n'a pas de raison de rentrer dans ce genre de relation toxique. Et je rajoute aussi qu'on peut être à haut potentiel, avoir vécu un traumatisme dans son enfance, avoir une difficulté, une crise identitaire ou se chercher beaucoup dans sa personnalité et ne pas chercher obligatoirement à faire du mal aux autres en déversant son mal-être ou en étant un manipulateur. Donc, toutes les possibilités existent, mais le haut potentiel n'est pas une protection contre le fait d'être un manipulateur ou une personne toxique. Alors, on avait Agnès qui disait j'ai connu des personnes relancer leurs manipulateurs car elles ne rencontraient plus de personnes centrées sur elles. Oui, puisque c'est leur raison d'être. Donc, ils ont un fichier client, en fait. Ils cherchent, ils essayent de trouver. Maintenant, Marie-Pierre, un manipulateur like tout le monde, même à l'autre bout du monde, ah, oui, c'est sans frontières. C'est sans frontières. C'est sans frontières. C'est quelque chose d'universel. Bruno dit, cela se vérifie, donc les HP toxiques, beaucoup plus en entreprise que dans le milieu personnel. Oui. Maintenant, il y a quelque chose, au niveau des personnes, des psychopathes qui arrivent dans des rôles dans l'État. Il y a un livre qui s'appelle La ponérologie politique. La ponérologie, c'est l'étude des sciences, c'est l'étude du mal. C'est la science de l'étude du mal. Et en fait, ils expliquent justement que quand il y a des personnes toxiques comme ça qui arrivent en haut de certaines pyramides, ça peut être effectivement très dangereux. Comme disait Franck, il y a l'histoire qui nous a prouvé qu'il y avait aussi des personnes, quand ils mettaient leur génie, leur intelligence pour des causes, pour leur propre cause, avec des névroses à la base, c'est pas génial. Donc oui, effectivement, ça se sent beaucoup. Alors, en personnel, ça touche moins de monde. En entreprise, ça touche plus de monde. Et en politique aussi. Donc, comment se reconstruire après une telle relation? C'est possible. C'est terrible, c'est possible. Donc, perte de confiance, évidemment, on ne croit plus en rien, on est détruit, on n'a plus de jus, puisque le tic a tout pris. Donc, comment faire? Alors, on a cinq choses, on va dire, ça dépend des personnes, mais en général, quand on passe de la destruction totale à la perte de confiance, d'identité, de repère, de tout, parce qu'on peut tout perdre, hein. Il y a des personnes, elles perdent vraiment tout. C'est comprendre déjà, comprendre. Je pense que chez les hauts potentiels, il y a quelque chose de vital, c'est comprendre. Si on ne comprend pas, ça rend fou. Donc, comprendre qu'on les a nourris et qu'on peut ne pas les nourrir, puisqu'on sait pourquoi ça s'est passé. On sait pourquoi, même malgré la lucidité, même malgré tout, pourquoi on s'est fait avoir. Et il y a des gens qui disent, mais comment quelqu'un qui est arrivé à des postes pareils ou qui a une vie pareille peut s'être fait avoir dans une vie, dans une relation sentimentale? C'est possible, c'est tout à fait compréhensible. Donc, au diable les jugements de l'extérieur. Maintenant, c'est dur intérieurement de se dire qu'on est rentré dans une relation qui nous a pourri, ça peut durer des décennies. Comprendre qu'on les a nourris, c'est la première chose. Après,
la plus importante, je dirais. Parce les personnes qui se font avoir culpabilisent beaucoup. Donc, c'est déjà ne pas s'en vouloir. Donc, c'est un travail de ne pas s'en vouloir, d'arrêter de culpabiliser. Ça se travaille aussi. Se pardonner, ça se travaille vraiment aussi. On en avait parlé lors du webinaire sur l'estime de soi. Se pardonner, ça veut dire s'aimer, s'accorder de la valeur, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a prouvé qu'on n'en avait aucune. Ça a confirmé peut-être une mauvaise estime à la base. Donc, en fait, l'idée, c'est de se reconstruire en faisant le point sur mais à quel point je m'aime, la valeur. La valeur qu'on me donnait, c'est-à-dire nulle, avec la personne avec qui j'ai fait ma vie ou au boulot, ça peut détruire, je ne vaux plus rien. Eh bien, si. Parce que ces personnes-là, vous comprenez pourquoi elles l'ont fait, et en fait, c'était à vos dépens, mais il y a moyen de se reconstruire. Ça se fait vraiment en travaillant sur soi, sur la valeur qu'on se donne. Donc, se pardonner, c'est vraiment très, très, très important. C'est ne surtout pas culpabiliser, puisqu'on passe son temps à culpabiliser. On est dans une société qui ne nous envoie que des signes de culpabilité. De toute façon, si on ne réussit pas, si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça, il y a toujours un moyen de culpabiliser. Donc, c'est très, très important. Retrouver son estime de soi, c'est vital. Comment on fait? On satisfait ses besoins. C'est-à-dire, en fait, quand on ne satisfait pas ses besoins, on ne s'accorde pas de valeur. Donc, ne pas s'accorder de valeur égale j'envoie un signal en fait aux autres que je n'en ai pas, ou qu'ils n'ont pas à m'en accorder puisque je ne m'en accorde pas moi-même. Donc, comment demander aux autres de vous accorder de la valeur si vous ne vous en donnez pas à vous-même? Donc, c'est la base de la base de la base, même sans les relations toxiques, c'est la base. Si on ne s'estime pas à sa juste valeur ou si on ne s'accorde pas de valeur, c'est impossible de ne pas rentrer dans des jeux un peu malsains puisqu'on ne sait pas poser ses limites. Donc, quand on connaît ses valeurs et qu'on satisfait ses besoins et qu'on s'accorde de la valeur, on arrive plus facilement à poser des limites sur ce qu'on accepte ou pas. Et à partir de là, vous enlevez votre gyrophare pour les relations toxiques puisque vous envoyez un signal de « je m'accorde de la valeur ». Si quelqu'un vient tester, ça passe pas, je n'accepte pas. Ce n'est pas juste pour moi, donc je n'accepte pas. Donc, si vous rentrez dans une relation toxique, boulot, personnel, familial, quel qu'il soit, une réunion de famille, ça, je pense que beaucoup le vivent aussi, où il peut y avoir des relations familiales. Voilà, c'est je n'accepte pas, ce n'est pas juste pour moi. Et à partir du moment où vous donnez cette importance, vous donnez cette importance et que vous savez poser des limites de ce n'est pas juste pour moi, je n'accepte pas, en fait, tout s'arrange. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'attirez plus déjà les relations toxiques, que la prochaine relation toxique qui va essayer de venir, parce que tout le monde vient tester, hein, ça ne passera pas. Vous ne les nourrissez pas, ils s'en vont. En fait, vous ne les attirez même plus. La clé, c'est vous ne les attirerez même plus si vous vous accordez de la valeur. Donc, il faut se reconstruire après. Quand on a été détruit, on se reconstruit. Le haut potentiel a une grande résilience, donc il est capable de surmonter ça. Donc, même si ça a été loin, il y a vraiment possibilité. Il faut que la valeur que l'on s'accorde ne soit pas celle que cet autre fait semblant de nous accorder. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment se centrer sur soi. C'est quelque chose qui est très dur à faire. Dans le webinaire sur l'estime de soi, on avait dit, regardez-vous dans la glace et dites-vous « je t'aime ». Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous ne vous accordez aucune valeur, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas tant « il faut que je choisis ». Ce n'est pas tant « il faut », je choisis. Oui, vous choisissez. Vous choisissez de vous aimer, si vous voulez. C'est vrai, l'injonction « il faut que », ce n'est pas bien. Mais c'est la solution. Vous choisissez de vous aimer. Maintenant, c'est dur de choisir de s'aimer quand on ne s'est jamais vraiment aimé et qu'on a laissé les autres nous piétiner. Peut-être préciser, Christine, les 4 types de besoins. Oui, les 4 besoins, donc physio, donc physique, c'est-à-dire s'occuper de soi physiquement, prendre un bain, s'octroyer un moment à soi, vraiment plaisir physique. C'est quelque chose où vous vous occupez de vous corporellement, on va dire, vous faites du bien. Social, donc en fait, c'est voir des gens, avoir une vie sociale épanouissante et pas sociale. Je vois du monde parce que c'est bien et que tout le monde attend que j'en vois, c'est vous si ça vous fait plaisir. Donc, c'est toujours pareil. Les limites, c'est j'ai une vie sociale et des besoins sociaux satisfaits, mais il faut que ça satisfasse.
mes besoins et pas forcément l'envie de quelqu'un d'autre. C'est pas je dois aller dans la famille tout le temps parce qu'on me le demande, c'est vous si ça vous fait plaisir. Idéaux et psycho, en fait, c'est intellectuel. Donc, il y a les plaisirs intellectuels, la lecture, la musique, ce qui fait du bien intellectuellement. Et il y a aussi le côté je me nourris intellectuellement de choses qui m'intéressent. Donc, des centres d'intérêt, des apprentissages, etc. Donc, ces 4 besoins-là doivent être nourris. Quand il y en a un qui est déséquilibré, ça ne va pas. Quand il y en a 2, ça ne va pas. Et quand il y en a 3, voire 4, c'est encore pire. Si vous vous oubliez totalement et que ces besoins-là ne sont pas satisfaits, ça crée une grosse frustration. Ça crée un espèce de cercle infernal de vous ne vous accordez pas la valeur que vous devez vous accorder. Et en fait, il y a dysfonctionnement. Et ça, lié au faux self, à un moment donné, ça craque. Donc, l'idée de s'accorder de l'importance, c'est de toujours garder le cap, en fait, pour que vous soyez vous. Donc, c'est très lié à l'identité. C'est-à-dire, je m'occupe de moi, je pose mes limites, j'ai des valeurs dont je suis fière, et quand on me les piétine, c'est normal que je me mette en colère. Donc, en fait, c'est se donner le droit d'exister par soi-même, en posant ses limites, en respectant les autres, hein, bien sûr. Et en fait, il y a moins d'écart entre ce que vous êtes et ce que vous paraissez ou vous collez à une image. En restant le plus proche de ce qu'on est, il y a beaucoup moins de chances de tomber dans les pièges comme ça, relationnels de tous les gens qui essayent évidemment d'imposer leur vision du monde ou de vous imposer ce que vous ne voulez pas. Il y avait des questions, mais Franck, on verra après. Oui, Agnès dit, lorsque je croise une personne toxique, lorsqu'elle s'en va, je me sens vidée. Oui, vampirisée, tout à fait. Alors que des personnes à qui j'en ai parlé me répondent qu'elles ont attribué cette sensation par une image de vide et recherchent le manipulateur pour se sentir pleine à nouveau. Oula. En fait, c'est un vide qui se creuse, qui se remplit jamais. Donc, à part se sentir vidé, je ne vois pas comment un manipulateur peut remplir. Hein. Il vide. C'est sa mission première de vider. Donc, d'accord. Non, oui, je ne vois pas comment un manipulateur peut remplir. Il ne sait que vider. Donc, ce n'est pas des manipulateurs, puisque un manipulateur est là pour vider, pour extraire toute la substance. Donc, éviter les gens négatifs. Donc, éviter les gens négatifs et jugeants. Ça, éradiquer tout ce genre de personnes. Les gens négatifs, on a envie de les sauver, on a envie d'absorber leur négatif pour le transformer en positif. Ça, c'est quelque chose de la recherche d'harmonie que beaucoup de potentiels ont envie de faire, parce qu'ils ont cette capacité justement à absorber beaucoup. Mais en fait, il faut éviter les gens négatifs. Vraiment, les aider ponctuellement. Il y a des gens qui peuvent être négatifs ponctuellement. Maintenant, quand les gens sont négatifs souvent et à votre détriment, non. Il faut mieux les éloigner. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la survie. Il faut prendre, si je peux intervenir, il faut juste prendre conscience de sa propre norme. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, quand on est au potentiel, on fait partie des 3% de la population, et donc on est hors de la norme de la majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recréer sa propre norme en étant dans un milieu qui nous est plus favorable. Donc, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce milieu qui constitue notre propre norme, c'est-à-dire d'être entouré par des personnes avec qui c'est fluide, des personnes qui ne nous jugent pas, des personnes qui nous font confiance, qui nous comprennent, des personnes avec qui on peut échanger sans avoir une impression d'inégalité ou une impression de hiérarchie. Donc, il est très important de réfléchir à ce qui est votre propre norme de relation, votre propre norme d'environnement, en fait. Et donc, ça vous permet de vous nourrir d'énergie qui viennent de l'extérieur, qui vont vous donner une valeur également. On disait tout à l'heure, ne pas prendre la valeur de la personne toxique. Oui, on peut également être avec des personnes qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas jugeantes et qui, là, vous aident à comprendre votre propre valeur. Donc, éviter les personnes qui sont jugeantes, c'est pour nous aussi vous engager à réfléchir à ce qu'est votre environnement naturel, votre environnement plus fluide, à réfléchir à votre propre norme. Guillaume voulait parler. Oui, ouais. Bon, moi je suis sorti d'une relation PN. En fait, c'est ça qui m'a fait faire mon coming out entre guillemets
de haut potentiel, c'est-à-dire vraiment d'aller jusqu'au bout de la compréhension, comme on a dit, et puis justement de comprendre mon mode de fonctionnement. Donc, il y a du ménage qui se fait dans ma vie actuellement, en effet, sur les personnes négatives, etc. En plus, il se trouve que je suis très, très sensible aux énergies. Enfin, voilà, donc ça, ce genre de choses, ça me parle très, très vite. Mais c'est assez compliqué à faire à 40 ans. Hein. On n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'on a été pendant énormément d'années à essayer d'avoir ce que vous appelez le faux self, c'est-à-dire essayer de s'adapter tout le temps. Et là, on se recentre, donc c'est super. Mais ça bouffe une énergie folle, quoi. De quoi? De se reconstruire? Bah, oui, de se reconstruire et puis de se recentrer vraiment sur soi-même et surtout de faire le tri, en fait, dans ses relations. Des relations qu'on a depuis des années et des années, mais en fait, qui sont pas bonnes, quoi. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais... Ouais, oui, mais ta deuxième vie commence là. Oui, non, mais ça, oui. Alors ça, j'en ai bien conscience. Ah oui, C'est clair. mais c'est exactement ça. Mais là, tu vas voir. Enfin, c'est vraiment ça. C'est une deuxième vie là qui commence parce que C'est ça. tu découvres ton fonctionnement. Je confirme les propos de Guillaume. Je suis un peu dans la même situation que lui. Et c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, mais on va tellement beaucoup plus vite et que ça prend de l'énergie sur quelques mois, en fait. Après, une fois qu'on a compris les mécanismes, ce que disait très bien, je peux ton prénom, une fois que tu comprends les mécanismes, ben, on s'en dégage d'autant plus facilement qu'on a compris comment ça marchait. Hmm. Et après, sur les femmes perverses, il y a un très bon livre qui m'a beaucoup aidé, qui est Les hommes sous emprise. Donc, je donnerai les coordonnées, mais qui décrit notamment pour les femmes et tous les mécanismes donnés pour les femmes qui veulent manipuler les hommes. Il est très, 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 enfin, superbe livre, quoi. Donc, voilà. Hmm. Mais ça se fait très bien, Guillaume. Ah oui, non, mais moi, ça fait plus d'un an, enfin, ça fait 1 an et demi que j'ai terminé avec l'autre, je vais l'appeler comme ça. Et pendant 1 an, ça a été très destructeur, enfin, ça a été très, très compliqué. Il a fallu que je comprenne. J'ai compris après être sorti ce qu'il en était, même si j'avais des intuitions et tout ça, et que je savais que ça allait pas. Pendant 1 an, ça a été catastrophique. Enfin, ça a été vraiment aucune sensation énergétique, déprime absolue, envie de mourir, envie de revenir avec elle, alors que c'était une catastrophe absolue, qu'il fallait surtout pas revenir. Enfin bon, je vous passe les détails. Il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vécu d'ailleurs. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va super. Mais c'est comme j'ai compris un peu, ou j'ai accepté, c'est pas que j'ai compris, c'est que j'ai accepté que mon mode de fonctionnement était différent et que les autres étaient pas pareils, parce que ça, je l'avais jamais intégré, en fait, que les autres pensaient pas comme moi ou fonctionnaient différemment de moi. Ça change ma vision des choses, c'est terrible, quoi. C'est génial. C'est aussi pour ça que je vous ai rejoint. C'est aussi pour me confronter à des personnes qui sont aussi dans ce mode de pensée à arborescence, etc., etc. Mais ouais, on vit dans un monde un peu compliqué. Et là, je me réadapte en fait en ayant compris que moi, j'étais différent et que les autres étaient différents. Voilà. C'est-à-dire que l'APN, elle est sortie de l'équation. Hein. Pour moi, c'est fini. Hein. C'est terminé. Ouais, c'est ça. Mais tu es rentré dans un autre monde en fait. C'est pas le même Oui. espace-temps. C'est pas le même espace-temps. Donc, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne. Et après, tu les attires plus quand tu comprends. C'est ça. Oui, ouais, j'imagine bien. Ouais. Bah oui. Ouais, ouais. Mais il faut un petit moment pour, tu vois, vraiment couper. Intégrer, ouais. Ah Et oui, je le sens bien. couper avec un fonctionnement, tu vois, tu disais que tu voulais revenir avec elle et puis après repartir et tout. Il faut sortir de cette emprise-là, vraiment, définitivement. Oui, complètement. Oui. Mais là c'est le package entre la relation et le côté HP. Guillaume, il démontre tout à fait notre dernier point, en fait, qu'après, il faut passer à autre chose. Oui. Oui, ah oui. Et couper les liens, hein. Surtout, vous vous barrez, vous coupez tout. non, mais c'est important de le dire. Hein. Tout couper. Oui. Et s'occuper de soi. Et Bruno disait, on passe pour égoïste quand on s'occupe de ses besoins, quand on décide de s'occuper de soi. Effectivement, mais c'est pas grave, parce que le fait de s'occuper de soi, ça peut gêner certaines personnes qui trouvaient très, très pratique qu'on s'occupe d'eux plutôt que de nous. Oui. Donc, ça peut gêner pas mal de monde aussi qu'on s'occupe que de soi, parce que mince, tu n'es plus dispo autant pour moi. Et en fait, c'est pas grave, parce que la meilleure personne sur Terre pour s'occuper de vous, c'est quand même vous.
Donc, vous êtes Ah, le c'est mieux c'est- placé, c'est- quoi. c'est amusant que tu dises ça parce que c'est exactement ce que j'ai dit à une personne à qui j'ai fait un soin ce soir. Enfin, hier, j'ai fait le soin et je lui ai expliqué il fallait qu'elle soit égocentrée et pas égocentrique. Ça n'a Hum, rien à voir. C'est-à-dire que hum. c'est pas donné être dans le syndrome de sauveur, pas être égocentrique, ce qui est très négatif, mais être égocentré. Et ça, Oui, c'est important. oui. Mais dans une société qui te fait culpabiliser dès que tu t'occupes de toi, c'est un peu compliqué. C'est pour ça Ah oui, il qu'il faut faut le faire. intégrer. Mais Il voilà, n'y a pas le choix. voilà. Et Agnès dit s'occuper de soi fait fuir les manipulateurs. Voilà, voilà. Ça aussi. S'occuper de soi, ça veut dire satisfaire ses besoins. Et ça, en général, ça ne leur plaît pas. Donc, ouais, Ouais. c'est bien. S'occuper de soi, ça les fait fuir. Après, Hum. c'est ce qu'on disait. Une fois on a installé sa valeur, ça les fait fuir. Tout à fait. Donc, ouais, voilà. Passer à autre chose, tout à fait. Et donc, on vous a mis quelques petites références pour, voilà, si vous voulez aller plus loin. Maintenant, vous avez peut-être déjà lu pas mal de choses, hein, mais l'idée, c'est de comprendre un peu plus loin encore les ficelles. Pourquoi trop penser rend manipulable? On en a parlé. Échapper aux manipulateurs, donc Christelle Petit-Colin encore. Les manipulateurs sont parmi nous. La ponérologie politique, c'est dont je parlais tout à l'heure sur les personnes toxiques qui arrivent à des postes importants et qui sont malheureusement présents et qui prennent des décisions pour tout le monde. Les décodeurs de la manipulation, c'est un tout petit livre aux éditions First, mais qui est vraiment génial, parce qu'en fait, il décline toutes les formes de manipulation. Il donne en 3 pages les phrases qu'on entend le plus, pour faire culpabiliser ou les ficelles, et il donne aussi des petits trucs de réponse. Très, très basique, mais alors, il est vraiment très, très bien fait pour avoir des phrases toutes faites, parce que des fois, vous cherchez peut-être quoi répondre quand quelqu'un essaye d'avancer des pions. C'est voilà, c'est des petites choses à lire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de votre attention. On a fini. Ça fait 1 heure. Donc voilà. C'était peut-être pas prévu d'aller aussi longtemps, mais j'espère que ça vous a plu.